Madame, monsieur, bonsoir. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, ça c'est ce que l'on voit dans les films. C'est aussi ce que pensaient les candidats au mariage en disant oui à la personne aimée. Mais malheureusement, le conte de fées est pour beaucoup d'entre eux de plus ou moins courte durée. Ils se sont mariés, ils ont divorcé. L'un des conjoints décide de tout plaquer. Les enfants, la pression, la maison et même le lit conjugal. Tout plaquer et s'occuper à nouveau de soi. Quelles sont les causes profondes d'un divorce? Faut-il oser divorcer? Quelles en sont les conséquences? Nous ouvrons le débat ce soir. Nous avons des personnes ressources sur le plateau. Bonsoir. Monsieur Thierry Guédé, bonsoir à vous. Bonsoir Marie-Antoine. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Cocody. Merci d'être là. C'est un plaisir partagé. Maître Ursule Monboy, bonsoir maître. Bonsoir. Vous êtes avocat médiateur professionnel. Effectivement. Maître Kouloufa Yvonne, bonsoir maître. Bonsoir. Alors vous êtes avocate spécialisée dans le droit de la famille. Absolument. Très bien. Et docteur Seibi Jamal, vous êtes sociologue. Merci. Très bien. Je remercie à tous d'être sur notre plateau ce soir. Très bien. Alors l'engagement pour le mariage est certain. Mais malheureusement, la course au divorce est également très présente. Nous avons un élément et c'est signé de notre reporter Seydou Ouattara. Avant d'aller au mariage, il y a des critères, il y a des choses. L'amour. Ah, l'amour. Ce changement extravagant dans notre vie qui nous soigne soudainement de tant de choses. L'esprit et le cœur embaumés par les sentiments. Nous voilà, nous abandonnant pleinement à l'autre et réciproquement. Une forme de régression enfantine s'opère. Mon bébé, mon ange, tu me manques déjà. Comment j'ai fait pour vivre avant toi? D'autres, à contrario, quand ils se font transpercer par la flèche, réagissent plus sombrement, enclins à ne pas succomber à ce que d'aucuns appellent la niaiserie. Eh bien, sachez que ces derniers seraient, selon une étude mieux partie pour réussir leur couple. Les chercheurs américains ont en effet révélé qu'un trop-plein d'affection entre deux personnes en début de relation pouvait prédire un divorce quelques années plus tard. C'est la conclusion d'une étude. Le désir d'une fusion serait nuisible au couple. Certaines personnes se laissent prendre dans l'engouement des débuts d'une relation, d'où le terme. L'amour rend aveugle. Or, on sait que l'engouement, la passion, ne sont pas des états possibles sur le long terme. Une fois que cela disparaît, il faut regarder ce qui reste entre les deux personnes. Et s'il n'y a pas d'autre lien que la passion, alors les relations risquent de s'effondrer. Très bien. Monsieur Thierry Guédé, conseiller municipal à la mairie de Cocody. Oui. Quand on pense au conseiller municipal, on se dit que vous officiez les mariages. Tout à fait. Tout à C'est fait. cela. Très bien. Exactement ça. C'est cela. Alors, maître Ursule Monboy, alors vous êtes médiateur professionnel. Effectivement. Pouvez nous expliquer? Merci. J'aimerais dire que le médiateur, c'est d'abord un tiers de confiance. Un tiers de confiance qui facilite des échanges structurés entre des parties en conflit pour qu'elles les amener à trouver elles-mêmes une solution aux litiges qui les opposent. On peut le considérer comme une béquille sur laquelle les parties s'appuient pour faire marcher leur relation handicapée. Il faut dire que on peut être journaliste, médecin, juge, avocat et être médiateur professionnel à l'issue d'une formation diplômante ou certifiante. Seulement à la différence de l'avocat qui est un expert du droit et de la procédure qui accompagne, et également qui a une approche juridique du litige, et lorsqu'il donne des conseils avisés à ses clients, Très bien. le médiateur professionnel, lui, est un expert de la relation. Il ne donne pas d'avis, il ne donne aucun jugement, seulement il guide les parties dans la recherche d'une solution à apaiser. Très bien. J'aimerais insister pour dire également qu'il intervient à la demande des parties, on parle de médiation conventionnelle, ou à la demande d'un juge, on parle de médiation judiciaire. Et il peut intervenir dans des domaines
comme dans la vie des affaires, on parle de médiation d'affaires, en matière foncière, médiation foncière, ou politique, médiation politique, et en matière de médiation familiale, lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire un lien familial qui est affecté par des malentendus, une séparation, une rupture. Très bien. Dans le cadre de notre émission, c'est ce qu'on va retenir, construire ou reconstruire un lien affecté. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Maître Kouloufa Yvonne, vous êtes avocate spécialisée dans le droit familial. Ça veut dire avec vous, la spécialité, ce sont les divorces, c'est cela? Oui. Et puis la succession? Divorce, séparation de corps, Oui. et tous les autres types de contentieux, filiation, succession, voilà. Très bien. Et puisque le sujet qui nous rassemble ce soir, c'est celui du divorce, j'officie effectivement beaucoup en matière judiciaire dans le divorce, et c'est toujours un drame. Le divorce, par définition, c'est un échec. Et il faut donc faire en sorte que les parties puissent sortir de ce débat judiciaire apaisées. Mais c'est rarement le cas, même quand elles divorcent par consentement mutuel. Très bien. C'est pas grave. D'accord, on va en parler tout au long de cette soirée. Professeur, docteur Seibi, alors vous êtes sociologue. Très bien. Avec vous, on peut peut-être comprendre un peu la diversité culturelle qui justifie le mariage ou le divorce? Oui, bien entendu, et je crois que dans ce que j'ai déjà entendu, on est en plein dans le formalisme. Et vous allez certainement remarquer que avec le sociologue, on va au-delà de ce qui est formalisé devant le maire. Et donc, nous, on prend en compte ce qui est convenu, c'est-à-dire le mariage ici en tant qu'institution, institution qui est codifiée et qui permet de mettre différents acteurs en relation pour pouvoir créer un cadre de socialisation des enfants, parce que le mariage, c'est le lieu où l'homme et la femme s'unissent, surtout vivent la sexualité, mais une sexualité de type anthropologique ayant pour but de procréer. Donc ici, on est au cœur, j'allais dire, de la sociabilité, mais qui va essayer parfois de déboucher sur des malentendus. Et je crois que avec Maître, on verra. Ah bien. À côté en plus de l'aspect formaliste, il y a aussi des aspects conventionnels que les sociétés vivent parce qu'ils ne viennent pas à la mairie ou au tribunal pour divorcer. Donc on aura le temps d'en parler. Très bien. Je vous remercie infiniment. Alors, la diversité étant là, la première question qui paraît évidente mais qui ne l'est pas, d'un point de vue officiel à la mairie, qu'est-ce que c'est que le mariage? Bon, le mariage déjà est une grâce. Parce que se marier déjà, c'est une bénédiction. Et il faut comprendre en cela que deux personnes se mettent ensemble pour vivre leur destinée matrimoniale. Donc, pour arriver à ce but, il faut bien qu'ils comprennent réellement le sens du mariage. Nous, à la mairie, nous recevons des majeurs qui viennent déposer leur dossier et par la suite, qui donnent leur consentement et après, ils vont vivre leur vie matrimoniale. On essaie quand même de leur donner des conseils pour essayer de parfaire leur vie matrimoniale. Mais derrière tout ça, je pense qu'en amont, il y a un travail spécifique, comme l'a dit Maître Ursule. Je crois que c'est des cabinets qui existent, si c'est le terme que je peux dire, ou des structures qui existent pour permettre aux candidats au mariage de les fréquenter afin de comprendre le vrai sens du mariage. Donc, généralement, quand on pose la question à des personnes qui veulent se marier, ils se focalisent sur l'amour. Mais l'amour peut disparaître. Dans la vie matrimoniale, ça existe. Donc, il faut bien connaître le sens de la vie matrimoniale et de l'engagement matrimonial. Donc, je pense que sur le plateau, on pourra débattre sur certains points. Sinon, chez nous, c'est la forme administrative. Donc, nous recevons et nous célébrons. Et derrière ça, il y a toute cette structure autour de cette table qui joue un rôle spécifique dans la vie de ceux que nous unissons. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Maître, dites-nous, en tant que médiateur, est-ce que dans l'euphorie du mariage, on peut venir vous voir pour être orienté ou sensibilisé au mariage? Effectivement, on peut venir voir le médiateur. Seulement, il faut nuancer, parce que la loi dit qu'on ne fait pas de médiation sur l'état des personnes et des capacités. Ça veut dire simplement
que vous ne pouvez pas venir voir un médiateur pour dire de célébrer un mariage. C'est un officier d'état civil qui le célèbre. Mais ce qui est conseillé, c'est que les parties puissent venir en médiation pour échanger sur leurs projets et puis également échanger sur leurs besoins et leurs attentes et surtout sur les modalités de leur union. Donc la médiation, c'est un cadre d'échange pour permettre aux parties de raisonner par anticipation sur leurs liens, sur ce qu'elles vont vivre après. Et la célèbre phrase de Maurice Blondel qui dit véritablement que Maurice Blondel, je veux la rappeler, excusez, il dit que l'avenir ne se prévoit pas, mais l'avenir se prépare. Très bien. L'avenir se prépare. Alors, Maître Kouloufoua, quand les personnes viennent à vous dans des conditions difficiles pour une séparation douloureuse, elles n'ont pas intégré cet aspect des choses au moment où il y avait l'euphorie du mariage. Je pense que oui. J'ai l'impression que les candidats au mariage ne prennent pas suffisamment le temps de se parler, de construire ce que sera leur relation une fois qu'ils seront mariés, déterminer les responsabilités de chacun et comment ils vont mener ces responsabilités-là. Dans l'euphorie de l'amour, comme l'a dit monsieur l'officier d'état civil, on oublie tous ces aspects-là, on les passe à la trappe en pensant que lorsqu'on sera marié, il sera toujours temps de discuter de ces points-là. À mon avis, c'est en amont qu'il faut en parler. Il faut absolument que les candidats se préparent au mariage parce que ils s'engagent pour une vie durable, en principe. On ne se marie pas pour divorcer, même si la loi a prévu le divorce. Mais ça doit rester l'exception. Et le législateur ivoirien a d'ailleurs mis beaucoup d'obstacles au divorce. Lorsque la première loi sur le divorce a été établie en 1964, il n'y avait qu'une seule manière de divorcer, c'était le divorce contentieux. Et il fallait absolument entrer dans une des causes prévues par la loi pour pouvoir divorcer. D'accord. On va y revenir tout à l'heure sur les... Bien sûr. D'accord. Très bien. Alors, docteur Seibi, en tant que sociologue, quelle est votre approche sur le mariage et la raison du mariage? Parce qu'ils nous ont dit, ils viennent par amour, euphorie. Et vous avez un point de vue totalement différent. Oui, parce que ici, la variante qui est présentée, ce sont deux acteurs qui se mettent en couple, volontairement en couple, alors qu'à côté de cela, il y a l'autre modalité qui est la mise en relation de deux communautés, deux familles, deux clans. Et dans cette variante-là, les conjoints ne sont pas parfois consultés. Ils se découvrent dans le couple et ce n'est pas pour autant que leur relation ne dure pas. Dans les sociétés traditionnelles, c'est le chef de famille qui prend l'initiative. Il prend l'initiative pour trouver la femme convenable pour son fils ou pour son serviteur. Vous voyez, en ce moment-là, la jeune fille qu'il va solliciter, c'est auprès de sa famille. Vous voyez que les concernés même interviennent beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, c'est soit dans les familles, dans le système matrilinéaire, c'est chez le frère, enfin l'oncle de la fille qu'on va demander la main. Et le père va demander la main. Et en ce moment-là, vous voyez déjà, il y a plusieurs acteurs qui se mettent en place. Donc, le mariage apparaît ici comme un opérateur sociologique qui met en relation plusieurs acteurs. Ce qui fait que ces acteurs, quand ils s'impliquent, parce que le mariage en lui-même, contrairement à ce qui se fait à l'état civil en une seule étape, c'est tout un processus qui commence avec des facilitateurs parce qu'il y a des témoins, tout ça. Et donc, c'est l'occasion qui scelle l'union, c'est là où on vient présenter la dot officiellement. C'est à partir de ce moment-là, on les considère comme mariés. Et à partir de cet instant-là, tous ces acteurs-là, chacun doit veiller. Madame a dit tout à l'heure, quand on se met en couple, l'objectif des différents acteurs, c'est de voir ces deux-là
procréer. Et on met tout en œuvre pour qu'ils puissent durer, faire beaucoup d'enfants, se réaliser. Donc, quand il y a des difficultés, leur ego, je veux dire, leur manque de tonus pour pouvoir avancer est atténué par la contribution des autres acteurs qui sont greffés. Et donc, ce n'est pas une affaire de 2 individus, mais de toute une communauté. Et donc, c'est ce qui rend un peu, j'allais dire lourd la machine, mais aussi le divorce devient un peu plus difficile. Un peu plus difficile. Voilà. Je voulais intervenir sur ce point qui, pour moi, me cause un véritable problème. J'ai écouté tout à l'heure le docteur Seibi. Aujourd'hui, la société actuelle, le modernisme fait pour moi que les parents sont dans le fanatisme, dans la joie. Donc, ils sont heureux de voir leurs enfants mariés. Donc, ils ne jouent pas vraiment le vrai rôle au jour d'aujourd'hui. Et la dot, pour moi, s'est transformée à une promotion de joie, de fête, qui n'a rien à voir avec la tradition d'aujourd'hui. Quand on parle de la tradition, nous restons dans la tradition. Là où c'est scellé, c'est 2 familles, c'est vraiment la tradition. C'est la tradition qui reste clos entre 2 familles. Et donc, en ce moment-là, il y a quelque chose qui se fait et ça reste là. Pour moi, ils ne sont pas mariés. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense, je veux dire, même si on voit un quota, parce que quand je prends les 2 dernières années, je prends 2019 et 2020, ça tourne autour de 60 mariages en Côte d'Ivoire. Et je fais, si je tiens compte des comment je peux dire ça, des statistiques, justement, donc on va tourner autour de 2,5 millions à peu près, voire 3 millions de divorcés sur 30 millions à peu près. Vous pouvez reprendre les chiffres? Alors, pardon? Vous pouvez reprendre les chiffres? Non, je veux dire, j'essaie de combiner 2019 et 2020. On est au-delà de 30 000 en 2019 et on est en deçà de 30 000 en 2020. Donc ça tourne autour de 60 000 mariages. C'est bien ça les calculs. Et en divorce, on a 1200 et 1500 sur les mêmes dates. Donc ça fait à peu près moins de 3000 à peu près divorces sur les deux années citées. Bon alors, c'est peu, mais il faut faire mieux. Et pour moi, aujourd'hui, nous marions autant de personnes, nous constatons des réalités, mais les difficultés, ces statistiques-là n'ont rien à voir avec tous ceux qui ont été dotés, parce qu'ils ne sont pas pris en compte. C'est là où il y a un taux qui monte. Parce que la dot n'est pas une sécurité aujourd'hui. La dot, c'est un engagement lié entre les familles. Et pour certains, on trouve des femmes aujourd'hui qui vivent leur vie de célibat, donc dans un mariage doté, et elles restent éternellement dans cette vie. Et aujourd'hui, je peux dire même que les hommes en profitent aujourd'hui. Et j'aimerais bien entendre le docteur me faire une bonne démonstration palpable de la situation actuelle. Parce que la vie a changé, les thèmes ont changé, et l'implication des parents aussi a également changé. Et même les témoins, c'est du fanatisme aussi, parce que pourquoi je dis, un témoin, c'est celui qui peut te coacher réellement, parce que ça rentre un peu dans la ligne de conduite du docteur Ursule. On va chercher des témoins qui sont des amis, qui sont partisans dans la problématique familiale. Donc du coup, l'épouse n'est plus attentive ou l'époux n'est pas également attentif. Donc il n'y a pas de solution. Quand il y a un problème dans le couple, il y a des parties qui prennent des engagements avec l'un et l'autre. Donc du coup, c'est pas très réussi. Donc pour revenir sur la tradition, pour moi la dot, il faut expliquer aux populations que c'est devenu aujourd'hui un environnement festif. On coupe des gâteaux, je vois, on se change 5 fois. Ça donne l'air d'un grand mariage qui ressemble à un mariage légal. Donc du coup, certains pensent qu'ils sont mariés. Ils ne sont pas mariés. Et je voulais rester sur ce point-là pour rassurer le docteur pour dire, pour moi, le mariage, il est le mariage, c'est une institution sociale que chaque société a inventé ou a mis en place à travers son histoire.
Tout à fait. Maintenant, la forme qui nous a été imposée du fait de notre histoire, le colonisateur nous a imposé une façon. Et c'est ce que nos institutions officielles reconnaissent. Si vous allez dans un village, vous n'allez pas considérer la relation, vous qui venez de la ville, la relation que le chef du village a avec ses différentes épouses comme mariage. Mais la société reconnaît cette union comme une union officielle. Et donc, à partir de ce moment-là, pour le sociologue, c'est un mariage. Est-ce que vous voyez? Parce que pour nous, tout tourne autour de la capacité à la société de se reproduire, de se perpétuer. Et le cadre de socialisation, c'est la famille. Pour être en famille, vous voyez que c'est le mariage, le couple conjugal d'abord. Et donc, à partir de ce moment-là, et c'est pour cela que les statistiques sont aussi faibles. Ce que nous avons là, c'est peut-être, il faut multiplier par 5, par 6 pour trouver les chiffres réels. Parce que tous les autres, même quand vous allez aux ressources humaines, tous ceux qui vivent depuis 20 ans, 30 ans avec des femmes qui vivent des relations reconnues par les membres, enfin par leur société d'appartenance, sont marqués célibataires. Mais ça crée tout un ensemble d'environnements qui fragilisent l'union officielle. Parce que tant que je suis considéré comme célibataire, je peux aller avec d'autres femmes qui, elles aussi, sont considérées comme célibataires parce qu'ils ne sont jamais venus devant le maire. Mais pour la société, il n'y a pas... La mairie n'a pas commencé... Enfin, la vie de la société n'a pas commencé avec la mairie. Oui. C'est une institution qui est venue avec l'histoire des communautés. Tout à fait. Donc, il ne faut pas... Tout à fait. Sans vouloir vous couper, excusez-moi, sans vouloir vous couper, il faut... le monde évolue. Le monde évolue. Et là, vous nous expliquez les réalités du passé, et ça, j'en suis... Jusqu'à parce que la règle matrimoniale, donc légale, on va parler de 1964, et après, elles ont changé jusqu'à aujourd'hui, elles ont été modifiées, elles vont toujours continuer à être modifiées. Mais il faut évoluer avec le monde. La règle, que ce soit dans la religion, il y a le Coran, il y a la Bible, c'est des lois. Dans mon intervention, j'ai dit on a le formalisme, mais pour moi, tout ne se résume pas au formalisme. Mais c'est ce qui, aujourd'hui, c'est ce qui... Non, j'ai dit c'est ce qui est officiel. Je suis tout à fait d'accord. J'ai dit c'est ce qui est officiel. Mais on ne nie pas ce qui existe. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis là pour rappeler les deux bouts. Tout à fait, mais en même temps, il faut aider les populations. La seule façon de régler les problèmes dans le domaine matrimonial, c'est la loi. Donc, aujourd'hui, il faut expliquer à ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire du passé, comment ça a commencé. Je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, il faut respecter la loi. D'accord. Maître Kouloufa, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est de savoir, dans un plaidoyer, est-ce que le fait d'avoir été doté peut influer sur la décision du juge, par exemple? Est-ce que c'est pris en compte quelque part dans la loi? Pas du tout. Du tout? Pas du tout. Justement parce que, comme l'a fait remarquer monsieur l'officier d'état civil, les personnes qui ont été dotées restent, comme il le dit, après une grande fête, enfin une célébration avec les amis, la famille, etc., considèrent à tort qu'elles sont mariées. En réalité, elles ne le sont pas au regard de la loi. Et elles sont des concubines, les femmes sont des concubines, les hommes sont des concubins. Et le concubinage n'est pas créateur de droit en droit de la famille. Par conséquent, il y a beaucoup d'abus qui résultent de cette situation-là. Et ce sont bien souvent les femmes qui en pâtissent parce qu'elles restent concubines pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans. Pendant ce temps, toutes les réalisations qui sont faites dans ce couple profitent à l'homme, mais pas à la femme, puisqu'elle n'est pas mariée. Et il est important que les femmes soient informées de ce que sont leurs droits et qu'elles comprennent véritablement que la dot, le mariage coutumier, comme on l'appelle, n'est pas une sécurité pour elles. Très bien. Maître Ursule, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de combiner les deux, c'est-à-dire toute cette procédure traditionnelle africaine profonde, vous conseillez aux personnes qui viennent vous voir de passer par là, mais de formaliser avec le mariage civil pour plus de garanties et pour éviter les échecs, parce qu'il a bien dit que la famille est le socle. Donc ça peut peut-être limiter les divorces.
Effectivement, j'ai écouté avec beaucoup une considération attentive la position du sociologue. J'aimerais dire que le médiateur également n'a pas une approche sociologique en fait des faits, mais ce qu'il faille remarquer, c'est que on se marie quand même 3 fois. Généralement, on se marie traditionnellement, ce qu'on appelle le la dot, on se marie à la mairie, et puis également, pour ceux qui sont chrétiens ou musulmans, ils se marient aussi à la mosquée ou à l'église. Donc c'est un fait sociologique qu'il ne faudrait pas nier. Parce que quand on fait l'étude ou l'analyse des conflits, il y a des conflits qui s'enracinent dans l'union libre, qu'on appelle le concubinage, et qui s'amplifient dans le mariage, et puis qui explosent dans le divorce. Mais il faudrait dire, oui, à l'instar de Napoléon Bonaparte qui dit qu'en fait les concubins ignorent la loi ignore les concubins. Donc la nouvelle réforme de 2019 a toléré, si on veut dire, la dot, parce qu'avant la dot était interdite, mais maintenant là on n'en parle plus, on a supprimé carrément, abrogé le test. Donc le législateur a bien voulu tolérer un fait social. Mais il faudrait se dire quand même que on incite les parties qui sont en union libre de venir en processus de médiation relativement à discuter de leurs conditions afin de voir la trajectoire qu'elles doivent prendre en allant peut-être au mariage, ce qui serait le plus important pour leur vie. Très bien. Alors, dites-nous, quels sont les mariages que vous officiez? Il y a combien de types de mariages que vous officiez? Non, il y a juste un seul type de mariage. Ce que je veux dire, c'est que il faut même aujourd'hui, la digitalisation doit s'impliquer aujourd'hui dans le mariage, parce que nous sommes dans un pays déclaratif et la Côte d'Ivoire est représentée dans toutes les communes du pays et n'importe qui peut se marier à Cocody et peut aller se marier à Korogo. Parce qu'on a un soit transmis qui est un peu lent. Je pense que cette émission va permettre aussi aux autorités de constater que, parce que nous avons des problèmes, nous constatons des problèmes des personnes qui se marient 2 fois. Et seule sur interpellation de la concernée, donc celle qui a été épousée au début, qui a dû voir ça sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui vient se renseigner à la mairie, qui constate que son époux a été marié. Vous voyez, donc vous nous dites qu'aujourd'hui, on peut se marier dans plusieurs mairies. Il faut, justement, la digitalisation doit permettre de pouvoir accélérer le processus de la transmission. Parce que la procédure, c'est qu'après un mariage, il y a une transcription qui est faite avec les services mariage, et par la suite, il y a un soit transmis qui est fait à la mairie de naissance du marié ou de la mariée. Alors, ça se fait par la poste, il y a cette lenteur-là qui, dans la rapidité, peut permettre à un homme d'aller prendre un autre engagement avant même que son document arrive à sa mairie de naissance. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le constat que je fais, je constate que, et là, je m'adresse aux femmes, aux dames, 70%, je veux dire ça pour exagérer un peu, de femmes en Côte d'Ivoire sont célibataires sur papier. Pourquoi? Et quand elles finissent la célébration, pour dire que la joie prend le dessus sur la célébration civile. Quand elles finissent de se marier, si l'époux ne déclare pas, si l'époux ne déclare pas sur son acte d'état civil qu'il s'est marié, ou si ce n'est pas pour faire un document administratif, la dame, son extrait est encore vierge. Ça, c'est une problématique qui revient. Ça devrait être automatique avec les... En principe, c'est ce que j'explique. Parce que maintenant, en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a entériné sur... il y a une loi qui existe depuis 2014 sur la certification électronique, sur la digitalisation. Donc, il faudrait maintenant que les mairies s'approprient cette disposition pratique-là pour accélérer les transmissions afin que ça puisse régler des malins qui veulent se marier à 2-3 reprises dans certaines mairies. Donc nous sommes exposés à beaucoup de problèmes parce que quand un candidat au mariage vient à la mairie de Cocody, d'abord on ne cherche même pas à savoir s'il s'est fait doter ou pas, ça ne fait pas partie de notre procédure. Et par la suite, il vient avec une pièce d'identité, il délivre un extrait de naissance. Et aujourd'hui, la loi sur le mariage suspend la mention en vue de mariage. Pour moi, c'est un problème. Pourquoi? Parce que si déjà la mairie donne un extrait sans la mention,
il faut aller vérifier. C'est notre travail qu'on nous donne. Il faut revenir, parce que je pense qu'on peut toujours essayer d'aider avec des idées. Il faut revenir sur la décision de la mention sur l'extrait. Ça sécurise. En vue de mariage. Oui. En vue de mariage, ça permet à celui qui essaie de contourner la loi, soit frappé par la loi, au moins la mairie ne serait pas responsable. Parce que ça, c'est important, c'est un élément important. Donc, quand il fournit cet extrait-là, pour nous, c'est quelqu'un qui est dans les dispositions. Et du coup, après, on constate qu'il avait déjà contracté un mariage, donc il n'a pas fait la mise à jour de son acte d'état civil. Donc, la mairie lui retire un extrait. Voilà les problèmes auxquels les mairies sont confrontées. Alors, les mairies, dites-nous, le mariage, généralement, les époux optent pour la séparation de biens ou la communauté de biens? Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on constate, je veux dire, c'est à part égale, hein, c'est la séparation de biens. Parce que, bon, pour sécuriser la famille, je pense que maintenant, les conjoints ont constaté que c'était maintenant important. Parce que dans le temps, la séparation de biens signifiait un manque d'amour. C'était comme ça que c'était interprété par les parents qui étaient dans la salle. Parce que pourquoi ils font une séparation de biens, ça veut dire qu'ils n'aiment pas notre fille ou elle n'aime pas notre mari, donc notre fils, pardon. Donc je veux dire qu'on constate depuis la nouvelle loi de 2019, on constate à part égale quand même que le taux est équilibré. Alors, Maître Kouloufa, parlez-nous de la communauté de biens, de la séparation de biens. Juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Juridiquement, la communauté de biens est une union dans laquelle les parties décident de mettre en commun tout ce qu'elles vont acquérir de la date de célébration de leur mariage jusqu'à leur mort. Parce que le mariage, en principe, il est dissous par le décès ou par une procédure de divorce ou de séparation de corps. Et tant qu'ils ne sont pas dans ce schéma-là, ils restent dans l'option qu'ils ont choisie au moment de la célébration du mariage. Sauf que la loi a permis maintenant, lorsque vous mariez sous le régime de la séparation ou de la communauté des biens, peu importe, vous pouvez, après 2 années de mariage, demander le changement de votre régime matrimonial. Mais ce changement se fait d'accord partie, c'est-à-dire que les 2 époux vont co-signer une requête qu'ils vont présenter au président du tribunal pour demander le changement de leur régime matrimonial. Mais il faut également qu'ils justifient pourquoi ils changent de régime matrimonial. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la famille? Est-ce que c'est pour préserver des enfants qui peut-être ne sont pas issus de ce mariage-là? Tout cela doit être expliqué et ensuite le tribunal apprécie les motifs pour lesquels le changement est demandé. Et lorsqu'il y a un changement de régime de communauté en régime de séparation de biens, le tribunal ordonne la liquidation de la communauté qui a pu exister de la date de la célébration du mariage jusqu'à la date à laquelle cette demande en changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal. Et dans le régime de la communauté, qui a été le premier qui a été instauré en Côte d'Ivoire pour protéger la famille, protéger les femmes, parce que ce sont elles qui étaient les plus vulnérables. Tout ce qui est acquis, même si ce bien-là est acquis au nom de l'époux pendant le mariage sous le régime de la communauté, appartient aux 2 époux. Ce n'est pas parce que le bien est au nom de l'un que ça n'appartient pas à l'autre. 50% appartient à chacun d'entre eux. Alors que dans le régime de la séparation des biens, c'est pareil. Il démarre à partir de la date de célébration du mariage jusqu'à sa dissolution ou jusqu'au changement, parce que vous avez des personnes qui se sont mariées sous le régime de la séparation des biens, qui en cours de route estiment que c'est plus intéressant pour eux d'opter pour la communauté de biens et ils demandent le changement. Mais la difficulté, de mon point de vue, c'est que lorsque les époux se marient sous le régime de la séparation des biens, il faut qu'ils gardent des traces de tout ce qu'ils acquièrent sous leur nom. S'ils ne peuvent pas justifier que ce bien ou ces biens qu'ils ont acquis sous leur nom l'ont été de leur denier ou leur viennent par succession,
par exemple, à partir de ce moment-là, il y a une contestation et si les époux ne s'entendent pas, c'est le tribunal qui va les départager au vu des pièces qui seront produites. Donc la conservation des pièces d'acquisition des titres de propriété, c'est quelque chose d'extrêmement important et il faut vraiment que lorsque les époux choisissent le régime de la séparation des biens, qu'ils sachent que toute leur vie, ils devront garder ces pièces-là. Très bien. Alors, maître, en tant que médiateur, le fait de vouloir garder, accumuler des preuves, n'est-ce pas là un signe de manque de confiance que vous pourriez relever lorsque les époux viennent à vous? Oui, d'abord, je veux dire que le médiateur ne relève rien, c'est-à-dire qu'il est neutre. Il est neutre par rapport au conflit, il est impartial par rapport aux parties. Donc, vous allez constater au cours de ce débat que je ne donnerai pas mon avis personnel, oui, pour respecter la déontologie du médiateur. Mais avant, j'aimerais ajouter à ce que Maître Kouloufou a dit, que au niveau du test de loi, c'est-à-dire que ce qu'il nous a donné de constater, c'est-à-dire que les couples ou les futurs couples ne sont pas au fait des innovations législatives. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, par exemple, qu'à côté du régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens, le législateur a inscrit la communauté, le contrat de mariage, la convention matrimoniale. C'est-à-dire qu'à côté de ces deux régimes-là, vous pouvez malayer à votre guise, prendre un peu dans la séparation, dans la communauté, et puis en faire un contrat. Mais il faudrait le formaliser avant le mariage et par devant notaire. Donc, il y a cette innovation. Il y a une autre innovation, comme ça a été dit tout à l'heure en additif, c'est-à-dire que dans le temps, la requête était conjointe pour changer de régime, mais aujourd'hui, un seul époux, un seul conjoint, peut faire la demande au juge, seulement comme elle a précisé, il faut faire la précision surtout que la famille, l'intérêt de la famille est en jeu. À côté de ça, il y a l'article 101 qui est une innovation. Vous pouvez être en séparation de biens et chercher à organiser votre patrimoine en demandant au juge, par exemple, que je veux chercher à réorganiser mon régime matrimonial. Donc, à côté de ça, pour revenir à votre question, c'est dire que la préparation que j'étais en train de dire tout à l'heure, est-ce que s'organiser vis-à-vis des preuves et autres, c'est pas peut-être source de conflit? Oui, je peux dire que oui et non en même temps. Voilà. Pourquoi? Parce que généralement, il y a trois temps dans le mariage. J'aimerais revenir là-dessus, comme le temps avance. Il y a ce qu'on appelle le right person, le right time et le right way. La bonne personne, le bon temps et la bonne méthode. La bonne personne, le bon temps et la bonne méthode. Donc, il faut savoir que quand on veut se marier, il faut voir si la personne qu'on a en face est celle qu'on veut marier. En deuxième, est-ce que c'est le temps de se marier? Ça peut être des jeunes qui ne sont pas financièrement nantis et qui veulent aller au mariage parce qu'on veut assouvir un désir sexuel. Est-ce que c'est la bonne démarche? On ne peut pas venir se marier et puis notre mère découvre à la mairie que c'est mon fils qui se marie. Il y a une démarche qui se fait, qu'il faille respecter. Donc quand on dit que les partis cherchent à organiser tout ça et chercher à avoir des preuves quant à leur patrimoine, leurs biens propres ou leurs biens communs, je crois que là, ça fait partie de la préparation du mariage. Très bien. Alors, docteur Seyibu, alors dites-nous, d'un point de vue sociologique, si on vous a bien suivi, le divorce est quasiment exclu. Bon, là, parce que l'option qui a été choisie, et ce que je remarque, c'est le mariage de type formel. Voilà. Parce que si c'est sur ça, on doit rester exclusivement. Je dois dire que toute société est histoire. Et j'insiste pour dire que le modèle de famille ou de mariage qui nous a été imposé par notre histoire est aussi un facteur de fragilité de l'institution maritale elle-même. Parce que, je prends le cas des Ivoiriens, aller rendre compte à un notaire, à un juge,
d'un contrat qu'on pense avoir noué avec sa société, avec son histoire, est déjà un facteur de fragilité. Et je crois qu'ils sont là, ils peuvent témoigner sur la fréquence, sur les médiations, les situations conflictuelles. Parce que notre société, je veux parler de la société ivoirienne, de ce point de vue-là, est dans la tourmente. Tout simplement parce que ces investissements qui sont faits autour du mariage le sont pour pouvoir écarter ce qui est choisi ou ce qui est pratiqué par la majorité. Une fois, à une émission, à un débat, j'ai dit, qu'est-ce que le législateur fait? Qu'est-ce que l'État fait pour des unions qui sont contractées entre des gens qui ont donné tous les engagements pour dire qu'ils veulent rester ensemble et ils restent là pendant 80 ans, ils restent là pendant 70 ans. Tant qu'ils ne sont pas venus devant le maire, on ne reconnaît pas. Pourtant, ils vivent et ils sont considérés comme des citoyens. C'est pour cela que je dis, on peut épiloguer sur la question pendant longtemps, mais on a créé là les conditions de fragilité. Mais pour revenir au mariage civil tel que nous disons, l'interprétation même autour du mariage tel que conçu est telle que les époux qui s'engagent n'ont pas toujours la meilleure compréhension de ce que la loi même dit. Si vous voyez, quand vous allez à une cérémonie à la mairie, regardez comment la cérémonie se présente. Les parents de la femme sont dans une sorte de triomphalisme. Et les parents de l'homme sortent avec une mine grise parce qu'ils pensent avoir tout perdu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils se disent qu'avec la loi, dès l'instant où l'union est scellée, la femme a la même mise sur tout ce qui va se passer dans cette vie, que désormais ils sont disqualifiés. Et c'est pour cela que j'ai dit, ce sont des interprétations, ce sont des opinions. La plupart des couples, et je parle des travailleurs, les relations sont formalisées lorsqu'on doit aller à la retraite. Et en fait, c'est pour des besoins liés à des pécules. Alors que le mariage devait être quelque chose de spontané. Dès l'instant où je contracte une relation, où je pense être ce qui me convient, je vais devant l'officier civil, tout. Donc cette adéquation avec les structures sociales n'ayant pas été trouvée, on se trouve dans cette fragilité et qui se matérialise par les divorces. Donc pour vous dire que le mariage tel que vécu, on n'explique pas aussi suffisamment et on ne rassure pas des gens. Donc quand les gens rentrent dedans, moi je suis marié légalement, tout, mais la suspicion, même quand je devais organiser mon mariage, j'étais obligé de faire en sorte que mes parents ne soient pas invités au moment où j'allais officier la cérémonie, à part mon aîné, quelques membres de ma famille, mais au village. Une fois que tu dis tu t'en vas te marier, on dit mais c'est fini, à partir d'aujourd'hui on a tout perdu. Parce qu'ils sont assis sur des structures sociales qui ne vont pas dans la même direction que ce que les prescriptions légales nous donnent aujourd'hui. Très bien. Alors, M. Thierry Guédé, dites-nous, quand vous officiez un mariage, il y a des conseils que vous prodiguez. Tout à fait. Notamment, l'homme n'est plus le chef de famille, par exemple. Ce qui peut aller en contradiction avec la culture, avec nos religions, enfin, notre culture, oui. Non, le terme, en fait, oui, on ne le dit plus, l'homme est le chef de famille, mais en réalité, la femme donne toujours le pouvoir à son époux. Ça, c'est interne, mais vis-à-vis de la loi, c'est plus une prononciation qui se dit. Je voulais revenir un peu sur... Qu'est-ce qu'on dit? Alors, non, maintenant, c'est les époux. On parle des époux. Et même le domicile conjugal doit être choisi par les époux. Et s'ils ne sont pas d'accord, un juge va les orienter, avec bien sûr la complicité des conjoints. Donc non, c'est normal. Aujourd'hui, le monde évolue, comme je dis. Et il ne faut pas aussi ignorer que la femme joue un rôle dans le foyer, ne serait-ce que la place qu'elle occupe. C'est très, très, très important. Donc, on s'éloigne là de la tradition. On s'éloigne vraiment de la tradition. Et c'est pour ça que je voulais interpeller le docteur pour dire qu'on n'a pas les statistiques justement de ceux qui s'unissent dans la tradition. Puisqu'on ne peut pas, ce n'est pas palpable. On n'arrive pas à quantifier cela. Oui. C'est une réalité. Non, on ne veut pas.
Bon, vous Nous, par quand exemple... on mène les enquêtes, on demande est-ce que vous êtes marié? D'accord. Quand il dit oui, ça veut dire c'est reconnu par sa communauté. Et comme lui-même il vit cette relation maritale-là, en ce moment, nous, on note sur notre fiche d'enquête qu'il est marié. Très bien. Alors, très bien. Je voulais juste dire que j'aurais souhaité que vous ne soyez pas marié. Ça allait consolider votre point de vue. Alors, moi, je voulais dire, pour les conseils, il faut toujours relever au couple, même si c'est un mariage civil qui n'est pas accompagné par une bénédiction nuptiale, il faut accompagner les couples et leur faire comprendre que le mariage n'est pas la création de l'homme. Le mariage est une institution divine qui a été ressentie dans l'homme. Et la Bible ou le Coran lui disent qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Dans une union matrimoniale, s'il n'y a pas de Dieu, c'est difficile de réussir son couple. Donc, ce que je souhaiterais dire comme conseil, on peut dire beaucoup de choses, hein, mais il faut beaucoup orienter les mariés à donner, à travailler et à réfléchir, et aussi à ne pas oublier que Dieu est un élément, un facteur important dans la vie d'un couple. Très bien. Alors, nous avons un élément à vous proposer. Notre reporter Seydou Ouattara a promené son micro et demandé l'avis de monsieur et de madame tout le monde en ce qui concerne les mariages et les divorces. Ça va être notre deuxième partie. C'est une bonne chose de se marier. Et aujourd'hui, malheureusement, les jeunes se marient très tôt, sans chercher à connaître le fond, le vrai problème du mariage. Ce qui fait que quand on se marie, à un certain moment, les petits problèmes commencent à venir et c'est le divorce. Surtout les mariages à l'église, on marie les jeunes très tôt, sans chercher à connaître la femme, qui est la femme réellement la femme, parce que les gens se marient sans chercher à se connaître. Je pense qu'avant de venir au mariage, il faut qu'il y ait d'abord la cohésion mutuelle entre les partenaires. Le divorce, ça touche beaucoup les enfants, surtout le côté moral. Au niveau de la religion, le mariage est une institution de Dieu. Pour entrer dans le mariage, je pense que deux personnes, l'homme et la femme, doivent se connaître, doivent avoir des autorités spirituelles pour les conduire sur la voie de Dieu. Donc il conviendrait, avant d'entrer dans le mariage, de prendre les dispositions, les mesures qu'il faut, afin de pouvoir mesurer l'importance de ce vœu-là. Car c'est un vœu fondamental, c'est un vœu divin. Pour moi, avant de se marier, il faut prendre le temps de s'étudier. De nos jours, on a l'impression que les jeunes pensent que se marier, c'est un jeu. Souvent, les jeunes, ils n'ont pas encore fini de faire la jeunesse, ils vont se marier. Et puis non, ils se marient, et puis ça continue, la vie de débauche, le libertinage, vous voyez. Donc d'accord. La jeunesse est très importante. Mes parents ont fait des enfants, plus des enfants, ils sont séparés. Comme ça agit sur les enfants, surtout quand les enfants sont petits. Comme maman n'est pas là, il n'y a personne pour les éduquer, vraiment, c'est pas facile. Le mariage étant quand même la cohabitation de deux personnes d'origine, de cultures différentes, ça demande un minimum de compréhension mutuelle. Chacun doit mettre quelque part de côté son ego pour épouser le côté positif de l'autre. Bon, franchement, je pense que c'est pas vraiment bien. Le mariage, par contre, lui, il est bien, mais le divorce, c'est pas une bonne chose. Voilà, bon, mais quand on fait et que ça ne va pas, bon, on est obligé de faire comme ça. Sinon, le mariage est bon, mais le divorce, là, lui, il n'est pas appréciable. Alors, nous allons essayer d'évaluer, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a toujours trop, comme vous l'avez dit, M. Guédé, toujours trop de divorces. Alors, Maître Kouloufoua, quelles sont les raisons évoquées lorsque les personnes vous approchent pour une procédure de divorce? Les motifs sont variés et comme je dis, chaque couple est particulier et il faut le traiter avec sa spécificité. Vous ne pouvez pas superposer l'histoire d'un foyer, d'un couple, avec un autre. Même s'il y a des faits qui se ressemblent, et vous ne pouvez pas les superposer. La loi ivoirienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, a réglementé et a mis beaucoup d'obstacles au départ pour les divorces, parce que la volonté du législateur était de sauvegarder à tout prix la famille considérée comme le socle de la société, la cellule de base qui devait impérativement être scellée, qui devait progresser et dans laquelle les enfants pouvaient s'épanouir
Et ce n'est que beaucoup plus tard que le divorce par consentement mutuel a été introduit en 1983. Et ça a mis beaucoup de temps également à prendre parce que les personnes ne sont pas informées. Et de la même manière qu'elles se sont mariées en pensant que c'était un jeu, elles pensaient que divorcer était un jeu. Mais le divorce est un parcours du combattant. Surtout lorsque c'est un divorce contentieux. Alors, quels sont les différents types de divorce? Alors, il y a 2 types de divorce, fondamentalement. Il y a le divorce dit amiable, mais qui, en droit, est qualifié de divorce par consentement mutuel. Il faut que les 2 époux soient d'accord pour divorcer. Ils n'ont pas à déclarer les motifs pour lesquels ils divorcent. Ils doivent présenter une requête conjointe au président du tribunal et expliquer qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne peuvent plus poursuivre cette relation. Mais pour que cette demande soit accueillie, ils doivent impérativement accompagner cette requête d'un protocole d'accord dans lequel ils vont expliquer par le menu comment ils vont régler les conséquences de leur divorce à tous égards. Qui sera maintenu au domicile conjugal, qui va le quitter, puisque le divorce implique une séparation de résidence. La remise des effets personnels, chacun reprendra ses effets personnels. La garde des enfants lorsqu'il y en a. Qui aura la garde? Comment sera organisé le droit de visite et d'hébergement de celui qui n'héberge pas les enfants? Les contributions financières pour les enfants, parfois pour l'épouse. Les contributions financières pour les enfants, c'est tout ce qui touche à leur éducation, leur entretien, la santé, les frais de scolarité, les activités didactiques, enfin, tout ce qui sert à l'épanouissement de l'enfant. Les parents doivent s'asseoir, quantifier ces dépenses-là et les faire figurer dans leur contrat. Et si l'épouse est en situation de ne pas pouvoir vivre, parce que peut-être elle ne travaillait pas et que ce divorce la fragilise et la met dans une situation où elle n'a plus de revenus, à ce moment-là, ils doivent s'entendre également pour que l'épouse puisse bénéficier au moins pendant une partie du temps d'une pension qui sera déterminée et ils doivent également liquider leurs biens. Donc ce protocole-là doit impérativement accompagner la requête, sinon la demande est irrecevable. Et lorsqu'ils se présentent devant le tribunal, ils peuvent choisir le même avocat, mais ils peuvent également venir chacun avec son avocat. Parce que parfois, la négociation et la signature du protocole d'accord, c'est quelque chose d'extrêmement difficile lorsqu'il y a des biens. Et lorsqu'il y a des enfants qui ne sont pas issus de ce mariage-là. Donc, ils ont besoin vraiment d'être assistés parce que le tribunal va vérifier si les intérêts des enfants, les intérêts de monsieur, les intérêts de madame sont préservés dans cette convention. S'il constate que les intérêts de l'une des parties n'est pas respecté, le tribunal va leur demander, puisqu'ils ont 3 mois de réflexion pour venir confirmer qu'ils sont toujours dans la mentalité d'un divorce, on va leur demander de corriger les points qui sont irréguliers, si je puis m'exprimer ainsi. Et si, à la date indiquée, ils n'ont pas fait les corrections, le tribunal peut très bien décider que ce divorce par consentement mutuel ne sera pas prononcé. Et le deuxième mode, c'est le divorce contentieux. Il y a 4 causes limitativement énumérées par la loi. La première, c'est l'abandon de domicile ou l'abandon de famille. L'abandon de famille étant le fait de ne pas subvenir aux besoins de sa famille financièrement. C'est l'adultère de l'un des époux. La troisième cause, c'est la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive ou infamante. Et la 4e cause, c'est celle qui consiste à accuser l'autre d'excès, sévices et injures graves, à condition de surcroît que ces faits-là rendent le maintien du lien conjugal intolérable.
Donc vous voyez que... Oui, non, là, on réalise que tout est fait pour que les époux changent d'avis. Alors, Maître Ursule, on a bien compris que vous n'avez pas d'avis à donner quand les personnes vous approchent. Vous nous expliquez que vous écoutez et puis vous cherchez à concilier. Alors, quelles sont les raisons que vous entendez, que vous pourriez nous retranscrire sur ce plateau ce soir? Merci d'abord. J'aimerais dire que la demande en justice, elle n'est pas un besoin. C'est-à-dire que quand on regarde les causes limitativement énumérées par la loi, les causes des divorces, et que je prends l'exemple de l'adultère, quand une femme vous dit qu'elle veut divorcer parce que voilà, mon mari m'a trompé avec quelqu'un d'autre, c'est cette demande-là qu'elle exprime au juge. Mais en fait, il y a un besoin que cette demande-là cache. Et c'est un besoin en fait de sécurité, un besoin de fidélité. Voilà, donc quand les parties viennent généralement en médiation, c'est des cas de réflexion, de discussion. Et il faudrait savoir qu'il y a des malentendus, il y a des besoins non satisfaits, il y a des divergences de valeurs qui font que réellement tout explose. Mais ce qui nous a donné de remarquer, c'est que l'émotion étouffe la réflexion. Donc, la femme, quand on est dans la logique de la femme que son mari a trompée, quand elle vit en séance de médiation, par exemple, elle peut se mettre à pleurer et dire que son mari est à la séance également, pour dire que monsieur le médiateur, il m'a trompé, et se mettre à pleurer. Donc, quand vous regardez ce qu'elle est en train d'exprimer, c'est dire que c'est un besoin qu'elle tend à exprimer. Donc, ce que le médiateur fait d'abord, il essaie de canaliser cette émotion. Il essaie d'écouter activement cette personne. Si vous parlez avec votre mari, qu'il prend son téléphone et qu'il est en train de jouer sur Facebook, vous serez surprise et c'est un dégoût. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à délaisser l'objet pour se concentrer sur le sujet. Donc, en médiation, on vient donner la parole à la personne pour qu'elle dise ce qu'elle a envie de dire et pour que l'autre puisse entendre ce qu'elle a envie de dire. Et puis, le médiateur cherche à vérifier si ce qu'elle dit est réellement ce qu'elle pense. Et là, je parlais tout à l'heure de canalisation des émotions. On canalise les émotions également par la reformulation. Donc, il y a quelque chose qui sort, qui peut être violent, et dire que mon mari est un infidèle. Oui. Le médiateur pourra dire que si je comprends bien, vous vivez mal que votre mari ait une autre relation avec quelqu'un d'autre ou une relation hors mariage. Voilà, on atténue en fait l'expression. Il y a l'expression personnelle qui est utilisée en médiation et qui fait que réellement le couple arrive à se parler et arrive à se pardonner. Et mieux, le monsieur qui a trompé sa femme, il peut lui aussi sortir que non, il y a eu un temps où ma femme me tournait le dos au lit et que j'avais des envies et sortant là, j'ai vu la secrétaire et j'y suis allé. Voilà, donc en fait, il ne l'a pas fait par amour. Et elle saura que le besoin affectif qu'elle recherche est un besoin qui n'est pas parti, mais en fait, le mari a eu des égards, des travers, il a des travers. Et là, quand on arrive à aller en profondeur dans la médiation, je vais un peu rapidement, juste pour vous dire que dans la médiation, on travaille sur le quoi, sur le pourquoi, et quand on travaille sur le quoi, on arrive à un niveau, ce qu'on appelle l'accord sur le désaccord. Donc en fait, c'est parce qu'il me trompe que réellement, je veux divorcer. Et quand on le traite, on va travailler sur le pourquoi. Après le pourquoi, on tombe sur le comment. C'est-à-dire, dans le comment, c'est la recherche de la solution. On explore le passé et on envisage, on imagine le futur. Est-ce qu'avec la médiation, vous avez des candidats au divorce qui renoncent au divorce? Effectivement. Il y a des candidats au divorce qui renoncent au divorce parce que je vous dis qu'en fait, cette demande en divorce-là, elle sous-entend un besoin qui est généralement non satisfait. Et lorsqu'on arrive, quand on échange là-dessus et que l'autre personne nous donne certaines garanties, on arrive à un accord où on renonce carrément à sa demande. Très bien. Alors, Docteur Seibi, j'aimerais savoir, quand on parle des causes du divorce, on va en énumérer certaines. Et avec la répartition
les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Est-ce que sociologiquement, c'est possible d'intégrer ces informations et de régler le problème? Je vous donne des exemples. Quand l'une des deux personnes dit, par exemple, il y a le poids des années, il y a la lassitude, il y a la routine, ce sont des choses que l'on peut entendre. Est-ce qu'on peut entendre aussi la différence d'âge? Parce que dès l'instant où c'est deux familles qui s'unissent, on peut ne pas tenir compte du choix physique de la jeune dame, étant entendu que les familles vont s'entendre pour consolider le mariage. Mais à un moment, est-ce qu'il n'y a pas de rejet? Et comment ça s'exprime? Alors, ici, moi, je voulais tout simplement dire qu'avec la forme officielle de mariage, les familles ou la société traditionnelle est en difficulté pour intervenir dans la vie de couple formalisée. Parce que, par exemple, les questions, les dérives comportementales au niveau de la sexualité, dans certaines sociétés, c'est-à-dire socialement, culturellement, ça ne peut pas constituer une cause de divorce. Parce que dans la société traditionnelle, c'est celui qui paye la dot qui est le propriétaire des enfants, c'est lui qui est le père des enfants, tout. Quand tu prends par exemple la société à Caen, celui qui commet l'adultère, il est puni sévèrement, il est taxé, mais celui qui est cocufié là, comme il a payé la dot, lui, culturellement, il est façonné de sorte à garder sa femme parce que, en plus des amendes qu'on lui paye, les enfants lui reviennent, tout. Donc, culturellement, il a des prothèses qui lui permettent d'avoir la force pour tenir. Or, aujourd'hui, on est dans un face-à-face, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans l'émission, entre deux inconnus. Avant de rentrer dans le mariage, on dit on veut se connaître. Mais qu'est-ce que celui qu'on étudie va montrer si ce n'est pas ce qu'on recherche? Est-ce que c'est possible sur du long terme? Est-ce que c'est possible sur du long terme? Non, c'est même pas possible. C'est pas possible de connaître quelqu'un. C'est même pas possible. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens découvrent qu'il y a des aspects qu'ils n'ont pas pu découvrir, c'est même pas possible. Quand on se sait observer, on donne à la personne ce que la personne recherche. Et donc, après qu'on ait conclu le mariage, le vrai visage sort parce que les précautions qu'on prenait, la forme déguisée dans laquelle on s'était mis, les mises en scène la cessent et on se laisse découvrir. On laisse le maquillage et on se laisse découvrir. En ce moment-là, le couple est fragilisé et on va dans la procédure de divorce, tout ça. Donc, c'est vraiment pour dire que la culture est fragilisée parce qu'elle-même, elle n'est pas invitée dans ce type de mariage parce que c'est un peu difficile. Par exemple, le médiateur qui intervient. Or, dans la société traditionnelle, il y a des acteurs institutionnels qui sont déjà prépositionnés dans la société, qui interviennent. Or, ici, il faut aller à un cabinet, saisir, tout. Donc, tout est formalisé et ça fait que la vie de couple... Il y a des couples même qui ne savent même pas que ça existe. Et l'émission intervient bien. Il y a des couples formalisés en ville qui ne savent pas que ça existe. Donc, c'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose à faire. Parce que moi, je reste toujours attaché au fait que l'être humain est un être de symboles. Et partant de ce fait-là, des gens ont été façonnés. Ils ont leur carte mémoire qui a été formatée par leur culture. Donc, quand on vient dans la nouvelle configuration qu'on veut créer, la modernisation ne veut pas dire qu'il faut faire fi de ce qui existait avant, de ce qui est... Mais c'est comment créer ou arranger la face officielle de sorte à ce que les structures sociales puissent aider. Et aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé du rôle prépondérant des acteurs religieux, mais dans les formes de médiation et tout, on a difficilement recours à ça parce que ceux qui sont partie prenante dans la relation, ils sont sous l'émotion. Ils n'écoutent même pas le représentant de Dieu. L'imam, tu lui parles, le prêtre, tu lui parles. Et parfois, les intérêts pécuniaires rentrent en jeu et ça fait que ce qui devait les mettre ensemble, c'est-à-dire le jeu se fait ailleurs, dans des cabinets et tout. Et parfois même, ça aboutit à des tragédies. Le couple, quelle que soit la médiation, ne peut plus se fragiliser parce que la confiance est rompue. C'est pour cela que moi je dis, la société elle-même, elle a des ressorts qu'on n'a pas suffisamment explorés parce qu'on pense que
Ce qui est africain, ce qui est traditionnel est dépassé. Mais tant qu'on reste dedans, l'homme qui sort de ce milieu ou la femme qui sort de ce milieu, dont la conscience est façonnée par ces manières de faire qui rentrent dans une vie formalisée, va aussi avec un manque qui ne peut pas être comblé par les institutions officielles. Très bien, alors je sens que vous voulez réagir, mais juste avant, nous allons vous proposer un élément sur ce que disent justement les religieux, et c'est un élément de Seydou Ouattara. Avant d'aller au mariage, il y a des critères, il y a des choses d'abord qui sont préliminaires qu'on doit faire d'abord jusqu'à arriver au mariage. Mais se connaître sur Facebook ou des choses comme ça, vraiment si vous vous mariez comme ça, avec la communication seulement, forcée, tôt ou tard vous allez vous divorcer un jour parce que les critères ne sont pas remplis. Parce que d'abord, pour marier une femme, il faut la connaître physiquement, moralement, spirituellement, même culturellement. Est-ce que je peux aller avec celle? Mais avec sur les réseaux sociaux, tu n'as pas le temps de connaître tout ça. Donc quand vous allez vous jeter dedans et qu'il y a des choses qui ne sont pas réunies, forcez, quand vous allez découvrir quelque chose dedans qui vous déplaît, forcez, vous allez libérer l'un et l'autre. Ce que l'islam demande, il faudrait qu'on va sur cette base, ou ce que coutume même nous demande, il faut qu'on va sur ces bases-là pour que le mariage soit un mariage continuel, un mariage bénéfique pour tous les deux conjoints. Un couple qui veut divorcer, il y a des conditions à remplir d'abord, selon l'islam. Donc, il y a divorce sunni et comme il y a divorce bid'i. Divorce sunni, ça veut dire quoi? D'abord, ce que Allah nous a enseigné. Quand vous voulez vous divorcer d'une femme, parce qu'elle a un comportement qui vous déplaît, qui ne va pas avec ta religion, donc tu fais quoi? Tu fais 3 mois avec celle-là d'abord, et vous couchez sur le même lit, et vous partagez, mais vous ne partagez pas le lit. Vous dormez sous le lit, sans rapport, jusqu'à 3 mois. Mais tu la donnes l'argent du marché, tu la nourris, tu donnes l'argent de pommade, tu fais tout, sauf rapport sexuel. Mais après 3 mois maintenant, vous pouvez vous séparer. Devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Le mariage pour l'Église, c'est une alliance. Une alliance entre 2 personnes. Et cette alliance se veut une union sacrée entre un homme et une femme. Et cette alliance a pour nature la communion de vie. Une communion de vie de toute la vie, le divorce est exclu. Alors pourquoi on s'empresse pour se marier et pourquoi on s'empresse conséquemment pour divorcer? Les raisons, je les trouve en 3 points. Donc 3 raisons fondamentales de l'empressement au mariage et de l'empressement au divorce après le mariage. La première raison, la plus fondamentale, c'est le manque d'éducation à l'amour, le manque d'éducation à la culture de l'amour conjugal. La deuxième raison, c'est cette mode à la consommation. Alors on va au mariage comme si on va consommer un plaisir. On va au mariage comme si on va consommer un produit ou un aliment. On s'empresse, on sacrifie à la mode. Très bien. Alors, ce que l'on retient, c'est que la religion musulmane dit que c'est possible de divorcer sous certaines conditions et la religion chrétienne dit qu'on ne divorce pas. Alors, quel est votre ressentiment là-dessus? Oui, rapidement. Regardez que le médiateur n'a pas une approche religieuse de la situation parce que, comme Hippocrate disait, je soigne le malade, je ne soigne pas la maladie. Il y a Maître Vergès qui a dit également que je défends le criminel, pas le crime. Le divorce ne doit pas être au centre, en fait, de la réflexion. C'est plutôt le caractère sacré du mariage pour nous qui doit être au centre de la réflexion et que qu'est-ce qui désacralise le mariage? Qu'est-ce qui est source de conflit dans le mariage? C'est ça qui doit être source de réflexion.
Mais j'aimerais dire que, en ce qui concerne le mariage, à la définition qui est l'union d'une femme et d'un homme, l'union légale bien sûr d'une femme et d'un homme, je comprends la position de sociologues quant à l'importance de la famille, mais il faut savoir que c'est l'union d'un homme, d'une femme, ou bien s'il veut dire que c'est l'union d'une famille avec, pour intermédiaire, un homme et une femme, pour moi, qui sont des amis. Parce qu'on ne se marie pas parce qu'on est ennemis, on se marie parce qu'on est amis, donc on comprend que lorsqu'on est dans le mariage, ce sont des amis qui sont dans le mariage, et lorsqu'on divorce, il faut savoir qu'on n'est pas des ennemis. Et il faudrait insister également sur la place des enfants dans le conflit, dans le divorce. Et il faut savoir que, généralement, en médiation, on donne une part véritablement d'écoute, on décode en fait l'enfant, et on essaie de le mettre au cœur de cette relation qui est fragilisée par un malentendu, pour l'écouter, déchiffrer ce qu'il ressent et le préserver de ce que les psychologues appellent l'angoisse abandonnique, ou encore même le syndrome de l'aliénation parentale, où deux parents sont séparés, l'autre dénigre l'autre et autres. Donc il faut dire que le divorce a une influence sur les enfants qu'il faille chercher à régler. Je profite à cause du temps pour dire que les propositions que nous voulons faire, en attirant bien sûr l'attention de l'autorité judiciaire pour qu'elle donne force et suite aux propositions qu'on va faire. En France, en France, il y a une loi sur la médiation, et cette loi-là rend obligatoire la saisine. Avant la saisine du juge, il y a un préalable d'établir la preuve qu'on est allé en médiation pour discuter. Ici, ça n'existe pas. On introduit directement sa requête au président du tribunal, et encore, après, quand on l'écoute, il y a une tentative de conciliation obligatoire. Et dans cette tentative de conciliation, on remarque également que les juges ne sont pas assez formés aux techniques de rapprochement. À ce niveau-là, il y a une loi de 2014 sur la médiation qui dit que le juge peut demander aux parties, après avoir recueilli leur avis, désigner un médiateur pour les aider à trouver une solution à leur litige. Donc, il faudrait qu'on inscrive dans cette loi sur le divorce qu'avant d'aller saisir le juge, il faut établir la preuve qu'on a discuté devant un médiateur. En deuxième lieu, lorsqu'on est en tentative de conciliation, arriver à désigner un médiateur relativement à prendre en charge le désir de discussion pour chercher à rapprocher les parties. Très bien. Alors... Oui, alors, moi, en ce qui me concerne, je suis pour le fait qu'on se marie pour ne pas divorcer. Et je pense qu'il faut bien que les candidats au mariage, ou même les couples en cours de vie matrimoniale, devraient pouvoir se rapprocher des cabinets beaucoup plus, et demander aussi aux cabinets de beaucoup vous faire voir, parce que généralement les populations ne savent pas où vous trouver. Et rapprochez-vous aussi des mairies, ça va créer une collaboration, ça vous permettra aussi de trouver la forme, la stratégie pour être là où ils y sont, parce que c'est à la mairie qu'on trouve le maximum de candidats au mariage. Donc il faut trouver la synergie, trouver comment signer avec l'UVIC, trouver une stratégie pour permettre à votre structure de vous faire mieux connaître vis-à-vis des populations qui veulent se mettre en couple. Alors pour revenir sur le divorce, il y a une procédure d'achèvement de processus. On n'en parle pas souvent, mais ça cause problème. Et nous le constatons chaque fois que les candidats au mariage viennent à la mairie de Cocody. C'est une fois que la procédure de divorce est engagée et que la grosse est mise à disposition, les couples pensent que ça s'arrête là. Donc d'autres prennent l'avion, ils vont rester 10 ans aux États-Unis ou dans un autre pays, ou des Ivoiriens, donc nos compatriotes qui vivent en Europe ou en Asie, aux États-Unis, contractent des mariages donc, avec leur identité ivoirienne, bien sûr, et par la suite, ils divorcent là-bas. Ils se remarient là-bas. Et puis, à un moment donné, soit ils viennent maintenant épouser, après un divorce encore une énième fois en Europe, prendre une Ivoirienne. Dans la mise en place des documents, on constate que ce dernier qui est né à Daloa ou à Vavois ou ailleurs
a déjà contracté 2 mariages à l'extérieur. Et du coup, étant donné que son acte d'état civil n'est pas mis à jour, n'est pas en conformité avec la date de célébration de mariage. Donc du coup, il y a un problème. On ne peut pas le célébrer parce qu'il n'est pas à jour vis-à-vis de son acte d'état civil. Et beaucoup d'Ivoiriens sont en manque d'informations concernant cette problématique qui nous revient à chaque fois. Donc il va falloir que, là je regarde Maître, elle va peut-être dire quelque chose, Maître Kouloufoua, de continuer à pousser, parce qu'on trouve beaucoup de cas de ce genre à la mairie. Alors donc c'est ce que je voulais dire dans le cas du divorce. Sinon pour moi on ne se marie pas pour divorcer. Et aussi pour terminer sur ce point, que ce soit les cabinets ou même les hommes de Dieu qui encadrent les candidats au mariage, à la bénédiction nuptiale ou à la mosquée, doivent vraiment permettre aux mariés de mieux se connaître. De mieux se connaître. Parce qu'en réalité, ils ont un timing et les hommes de Dieu respectent le timing et ils ne sont pas aussi bien formés et ils s'engagent au mariage. Et après, une fois qu'il y a la rupture, ça devient une problématique énorme et ils ne repartent plus voir l'homme de Dieu pour trouver une solution à cela. Donc je voulais m'arrêter là pour ce point. Merci beaucoup. Alors Maître Kouloufoua, dites-nous par rapport à ce qu'il vient de dire, est-ce que le mariage est nul? Le mariage est nul? Nul, c'est-à-dire par rapport au fait que les papiers ne soient pas à jour. Alors c'est quelque chose qui est facile non. Ce que je crois, c'est que ce sont des mairies, excusez-moi, qui ne font pas leur travail à l'origine. Vous avez posé le problème tout à l'heure en disant qu'il y avait des personnes qui étaient mariées et on n'a pas fait la transcription de leur mariage en marge de leur acte de naissance, ce qui leur a permis, lorsqu'ils ont voulu se marier à l'intérieur du pays ou ailleurs, d'obtenir très facilement un acte de naissance en vue du mariage qui ne porte pas la mention de son premier mariage. Tout à fait. Et si on n'arrive pas à accélérer le processus déjà de la célébration de ce mariage et puis peut-être du divorce qui a été prononcé, évidemment, on arrive à ces situations-là. Et lorsque vous dites que, effectivement, les transcriptions des divorces ne figurent pas sur les registres d'état civil, c'est en partie vrai, mais ça n'est pas totalement vrai. Oui, parce que lorsque les parties sont accompagnées par un avocat, un juriste, je vais dire, bon, en principe c'est un avocat, puisque les avocats ont du monopole de la plaidoirie devant les tribunaux, lorsque le divorce est prononcé ou qu'un arrêt de la cour d'appel est rendu parce qu'il y a eu un recours contre la décision de divorce rendue en première instance ou lorsqu'il y a un arrêt de cassation, l'avocat veille à ce que la transcription soit effectuée. Moi, personnellement, je le fais systématiquement dans mon cabinet et les transcriptions sont toujours faites. La difficulté qu'on a avec les mairies à ce moment-là, c'est qu'on nous dit « oui, mais nous, on veut l'original de la décision, nous, on veut l'original de la grosse ». Et à chaque fois, c'est un combat avec les commissaires de justice, comme on les appelle maintenant, pour qu'ils ne se dessaisissent pas de la grosse, parce qu'on en délivre une seule. Et si vous retenez cette grosse-là, vous avez des agents d'état civil qui les retiennent. C'est pour ça que j'en parle. Et à ce moment-là, ça devient une difficulté. Si demain, cette personne a besoin d'accomplir une formalité à la mairie, justement, ou aux impôts, et qu'on lui demande de présenter l'original de cette grosse, juste pour vérifier que c'est une vraie décision et non pas une fausse grosse, eh bien, il ne l'a plus. Il se balade avec des photocopies certifiées conformes et vous les refusez. Donc, j'ai envie de dire, les torts sont partagés. Lorsque les parties qui divorcent ne sont pas accompagnées d'un juriste, elles ne sont pas informées. Pourtant, le greffe, en tout cas au niveau du tribunal d'Abidjan, a fait des progrès et rappelle à ces personnes-là que, lorsque le divorce a été prononcé en audience publique, il faut se munir de la grosse. Il faut faire les formalités pour pouvoir avoir la décision papier. Une fois que vous avez la décision papier, ils vous disent « je ne te donne pas la grosse ». Ils n'ont pas le droit de le dire, mais ils le font. « Je ne te donne pas la grosse, je te donne une expédition », va signifier l'expédition. Et s'il n'y a pas de recours, je vais te donner l'attestation de non-recours. Et à ce moment-là, je te rendrai l'original de la grosse. Et c'est ainsi que tu pourras faire les transcriptions à l'état civil.
Donc, il y a des difficultés, des difficultés réelles. Je voulais juste compléter. En fait, ma problématique, c'était orienter les candidats au divorce. Après la décision du divorce, nous, à la mairie, il y a un document qui est le certificat de non-appel qui est important pour nous. Oui. Beaucoup de candidats au mariage qui ont divorcé, c'est ce que je voulais dire. Quand ils tiennent compte de la divorce, du divorce, donc la grosse, ils s'arrêtent là. Oui. C'est le constat que je suis en train de dire. Le certificat de non-appel apparaît après qu'il y ait refus de validation des dossiers pour célébration de mariage. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés d'un juriste. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est ça. De compléter cette procédure parce que y a un manque, parce qu'on a souvent des problèmes comme ça à la mairie. En principe, mais en principe, lorsqu'ils sont accompagnés d'un juriste, cette formalité-là, elle est accomplie. Tout à fait. Très bien. Merci bien. Alors, docteur, quel est votre mot de fin? Et puis, selon vous, à la synthèse de tous nos échanges, est-ce qu'on doit oser divorcer? Puisque dialectiquement, après le flux, il y a le reflux. Donc, on ne peut pas dire oui et interdire le non. C'est de mettre en place les mécanismes sociaux pour que les choses se passent selon, le plus agréablement possible. Quand je dis le plus agréablement possible, les causes, pêle-mêle, les causes du divorce, il y a l'immaturité affective, il y a le délitement des valeurs culturelles, il y a l'imitation sociale, économique, culturelle et politique, tout ça. Donc, le mariage apparaît comme un phénomène social total. Pour que le phénomène de mariage et par conséquent le divorce qui est rattaché à ça puisse être bien vécu, pour moi, il faut associer aussi des médiateurs culturels. Parce que chaque acteur est adossé à un système culturel qui le reconnaît et qui oriente sa façon de se positionner dans l'espace social. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas seulement chercher des cabinets, mais il faut aussi associer les sociologues. Nous, on vous dira comment vous allez voir. Parce que les conjoints qui sont là, ils sont influencés soit par leur religion, soit par le système politique dans lequel ils sont, dans le milieu social, ainsi de suite. Donc, en ce moment-là, moi, je dis, il faut pas rejeter ce qui est de la culture, de la société africaine, parce que ce qui est africain n'est pas arriéré. Parce que quand on parle de la tradition, on pense que ce qui est africain est dépassé. Pour moi, il faut remettre les choses à leur place, il faut remettre les choses à jour, et il faut, parce que nos sociétés peuvent féconder avantageusement ce que le système officiel a d'important pour qu'on aille de l'avant. Madame, messieurs, nous sommes au terme de notre... Le débat continue chez vous à la maison. Je le rappelle, monsieur Thierry Guédé, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Cocody. Merci d'être venu. Maître Ursule Momboy, vous êtes avocat médiateur professionnel. Merci à vous d'être venu. Maître Kouloufoua Yvonne, avocate spécialisée dans le droit de la famille. Mille merci. Et puis le docteur Seibi Jamal, vous êtes sociologue. Nous sommes au terme de notre émission. Alors, dans un couple, lorsque les mauvaises passes deviennent insurmontables, la rupture du contrat de mariage peut devenir un véritable casse-tête douloureux. On l'a bien compris ce soir sur le plateau. Et un gouffre financier également. Alors, on pense au divorce souvent pour des besoins de sécurité, des besoins culturels, dans des situations de pression même de la justice, ou bien de la famille, de l'appareil judiciaire. Alors, la séparation de corps pourrait être une solution intermédiaire, momentanée, afin de réfléchir et de faciliter le discernement des deux. Maintenant, malheureusement, si après mûre réflexion et discernement, le divorce s'avère nécessaire, le divorce pourrait être non pas la bonne solution, on l'a compris ce soir, mais la moins mauvaise des solutions. Merci à vous et bonsoir.